Certaines histoires commencent comme des contes de fées. Une jeune infirmière rencontre un prince charmant, il est attentionné, riche et amoureux de la nature. Il se marie et rêve de partager une grande maison pleine d'enfants et d'animaux. Mais quelques mois plus tard, le rêve tourne au cauchemar. Le malheur frappe le couple comme un coup de foudre. Le comté de Hillsdale, dans le Michigan, ne compte que 40 000 habitants. C'est une région agricole où l'on cultive principalement le maïs et les haricots blancs. Ici, l'hospitalité est de mise et il y a toujours une place à table pour un éventuel ami de passage. Shannon Moore, 25 ans, a grandi dans la région, à Toledo, dans l'Ohio. C'est une jeune fille sans histoire. Elle était très bonne élève à l'école. Elle avait reçu une éducation religieuse stricte et déjà toute petite, elle voulait devenir soit bonne sœur, soit infirmière. Elle a fini par choisir la deuxième option. En septembre 1979, elle rencontre l'homme qui deviendra son époux au mariage d'une de ses amies. Il s'appelle David Davis et il a 36 ans. Elle est allée au mariage d'une de ses amies infirmières et en rentrant, elle m'a dit « Maman, je viens de rencontrer l'homme de ma vie. » On ne s'est pas quitté de la soirée, c'était fantastique. Il m'a dit qu'il était millionnaire, qu'il possédait des propriétés un peu partout dans le pays et même au Belize. Et il m'a promis de m'appeler pour m'inviter à sortir un soir. Dès le début, il m'a beaucoup plu. Il aimait la nature, la chasse, la pêche. Et puis, la seule chose qui m'apportait, c'est qu'il rende ma fille heureuse. Je lui ai dit texto, « Shannon, si tu laisses filer celui-là, c'est que tu es devenue folle. » Au bout de 2 mois, les tourtereaux se marient et s'installent dans la ferme de David. L'environnement idéal pour fonder une famille. Ils achètent également 2 chevaux qui, d'après leur ancien propriétaire, sont très dociles. Le 23 juillet 1980, soit 10 mois après leur mariage, le couple se rend à cheval chez un de leurs voisins, Dick Britton. Sympa cette balade? Super, merci. Super, super. Mais Dick a un problème sur une machine et David propose de lui donner un coup de main. On a dû bosser environ une demi-heure sur la machine. Puis Shannon est monté nous rejoindre et m'a proposé de prendre mon fils Norman chez eux. Pas de problème, j'ai répondu. Mais là, Dave est intervenu en disant qu'il passerait le prendre le lendemain matin. C'est elle qui avait posé la question, mais bon, comme il y avait répondu, je n'ai pas relevé. David et Shannon remontent en selle, puis quittent les lieux. À bientôt, Dick. Au lieu d'emprunter la même route qu'à l'aller, le couple choisit de couper par la forêt. Mais très vite, Dick voit son ami Dave revenir au galop. Dick, viens vite! Quand il est revenu, il avait plein de sang sur son t-shirt, il était en sueur. Il avait du mal à respirer comme s'il venait de se battre avec quelqu'un. Il était à moitié chancelant sur son cheval, et c'est là qu'il m'a dit que Shannon s'était grièvement blessé après être tombé de cheval. Davis lui explique que le cheval a rué et que Shannon est tombé la tête la première sur une grosse pierre. Il a laissé sa femme allongée sur le dos, inconsciente, et la tête en sang. Lorsque Dick arrive sur les lieux de l'accident, Shannon n'a plus sa chemise ni ses baskets. Plutôt étrange. On va l'amener en voiture. Les 2 hommes s'empressent de la conduire à l'hôpital. J'étais là, pied au plancher, à klaxonner à tout va. Et dès qu'on est arrivé, j'ai hurlé à l'infirmière « Un médecin, il me faut un médecin !» Je me suis précipité à l'intérieur en hurlant qu'elle était dans un état grave. Shannon est transporté en salle de soins pour vérifier ses fonctions vitales. Mais aucun signe de vie. Sans véritable certitude, son décès est prononcé à 20h45. La blessure de Shannon à la tête et les radios semblent confirmer le témoignage de David, selon lequel la jeune femme aurait heurté une pierre en chutant de cheval.
Sur le certificat de décès, les causes de la mort sont attribuées à de multiples fractures du crâne et de la colonne vertébrale. Shannon est morte dans l'Ohio, mais son décès a été prononcé dans le Michigan, ce qui pose un problème de juridiction. C'est pourquoi aucune autopsie n'est pratiquée. Un imbroglio juridique qui va hanter la famille pendant des mois. Shannon Moore avait deux rêves dans la vie. Le premier, devenir infirmière. Le deuxième, fonder une famille. Après avoir décroché son diplôme d'infirmière, elle épouse David Davis. Mais elle n'aura jamais le temps de réaliser son deuxième rêve. Elle meurt à 26 ans d'une chute de cheval. Lorsque Lucille et Bob Moore, les parents de Shannon, arrivent à l'hôpital, David Davis est en larmes. Bien entendu, ils tombent dans les bras les uns des autres. Il m'a prise dans ses bras. Et à ce moment-là, j'ai juste eu le temps d'apercevoir 3 grosses égratignures sur sa main. Il était vraiment amoché. Le père de Shannon a d'autres préoccupations. David insiste pour qu'elle soit incinérée, mais Bob Moore est catholique pratiquant et il veut enterrer sa fille chez eux, dans l'Ohio. Un différend qui va faire réagir Dick Britton. Son père et sa mère étaient en pleurs tous les deux. Du coup, j'ai pris les devants et je lui ai dit « David, c'est sa famille. Elle connaissait personne ici. Laisse-les la ramener à Toledo pour l'enterrer, pour que ses proches puissent venir se recueillir sur sa tombe et mettre des fleurs. » Et il a fini par céder. Le conte de fées, vécu par Shannon Davis, s'achève tragiquement. Après avoir rencontré le prince charmant et rêvé de fonder une famille, la jeune femme succombe à une chute de cheval. Pour dramatique qu'il soit, cet accident n'a aucune raison d'éveiller les soupçons de la police. D'autant qu'à cause d'un imbroglio juridique, le corps n'est pas autopsié. En effet, Shannon est morte dans l'État de l'Ohio, mais son certificat de décès a été délivré dans celui du Michigan. Et, en dépit de l'empressement de son mari pour faire incinérer le corps de son épouse, ses parents parviennent à le convaincre d'organiser un enterrement. Le lendemain, des enquêteurs du bureau du shérif du comté de Hillsdale se rendent sur les lieux de l'accident. Ils trouvent la pierre ensanglantée. C'est la seule à plusieurs mètres à la ronde. Juste à côté se trouvent les baskets de Shannon, à 1,50 m l'une de l'autre. Curieusement, ils remarquent une zone où l'herbe est comme piétinée. Ils ont regardé à droite, à gauche, pris quelques clichés, puis ils sont partis. Je leur ai demandé pour les chaussures, et ils m'ont dit de les garder. Pendant les jours qui suivent, les morts préparent l'enterrement de Shannon. Les parents de Davis, que la famille Moore n'a jamais rencontrés, sont présents aux funérailles. Et ils vont leur faire de troublantes révélations. Tout ce que Davis avait raconté à sa femme n'était que pure invention. Il est loin d'être millionnaire et il ne possède aucune autre propriété. Mais plus terrible encore, il a 2 petites filles d'un premier mariage. Désormais, les morts ne croient plus à l'accident. Dick Britton est du même avis. En effet, le lendemain de la mort de Shannon, Davis lui avait dit quelque chose qui lui a mis la puce à l'oreille. On était assis dans la cuisine et il m'a demandé si les voisins vendaient toujours leur ferme. J'ai tiqué et là il m'a dit « Oh non, laisse tomber ». Et là je me suis dit « Mais comment il peut penser ça alors que sa femme venait de mourir ?» Ensuite il est parti, mais moi après je n'ai pas arrêté d'y penser. C'était vraiment étrange. Une semaine après la mort de Shannon, Dick Britton et les morts se rendent au bureau du shérif pour leur faire part de leurs doutes. Et là, ils découvrent que Davis avait souscrit un contrat d'assurance vie sur la tête de Shannon, d'un montant de 300 000 $. Les morts demandent à ce qu'une autopsie soit pratiquée sur le corps de leur fille. Et 1 mois après sa mort, la police fait exhumer le corps de Shannon. L'autopsie
révèle une entaille de 2 cm à l'arrière de la tête et des ecchymoses sur l'omoplate gauche, l'épaule gauche, le haut du bras droit, la main droite et la joue gauche. Mais aucune trace de meurtre. Le médecin légiste attribue le décès à sa blessure à la tête et le bureau du shérif classe l'affaire. Croyez-le ou non, mais quand ils ont fait cette première autopsie et n'ont rien trouvé, j'étais sûre qu'ils passaient à côté de quelque chose. Ça ne pouvait pas être autrement. Et je n'avais aucunement l'intention de baisser les bras. Je savais qu'il y avait quelque chose là-dessous. Mais les morts ne sont pas les seuls à avoir des doutes. Billy Bowles, un journaliste, décide de révéler le passé trouble de David Davis. Dans son article, il le présente comme un menteur et l'accuse de plusieurs arnaques à l'assurance. Il a notamment touché de l'argent après l'incendie plutôt douteux de son ancienne ferme. Il n'y avait plus personne sur les lieux ce jour-là, et il a touché environ 30 000 $ après l'incendie. Bizarrement, la grange avait aussi brûlé pendant son absence. Il avait touché 6 000 $ de plus pour ça. Mais ce n'est pas tout. Il avait également quitté son boulot chez un constructeur automobile, après un accident de travail particulièrement suspect. Il avait touché une grosse indemnité pour ça, tout en gardant son régime de sécurité sociale. En l'espace de quelques semaines, cette affaire tragique mais apparemment banale prend une toute autre dimension. Car d'accidentel, la mort de Shannon Davis devient énigmatique. Récapitulons brièvement les informations dont nous disposons. Dès le début de sa liaison avec sa future épouse, David Davis lui a caché qu'il avait déjà été marié et qu'il était père de 2 enfants. Il n'a jamais été le gentleman farmer millionnaire qu'il prétendait être, bien au contraire, il a davantage le profil d'un escroc. À la suite d'incendies et d'accidents douteux, il a perçu de fortes indemnités de la part de plusieurs compagnies d'assurance. Plus troublant encore, peu avant l'accident, Davis a souscrit un contrat d'assurance vie d'un montant de 330 000 $ sur la tête de sa femme. Mais tandis qu'un doute s'installe sur son éventuelle implication dans le drame, un élément extraordinaire bouscule l'enquête. En poussant un peu plus loin ses recherches, Bowles apprend également que Davis a fait des études de pharmacologie. Forte de ces nouvelles informations, la famille Moore décide de s'adresser directement au bureau du procureur du Michigan. Il demande que l'enquête soit rouverte. D'après l'autopsie, Shannon est morte d'un coup à la tête. Pour Don Brooks, qui enquête sur l'affaire, il n'y a que 2 possibilités. Soit elle était tombée la tête la première sur la seule pierre qui était là, et c'était réellement un accident, ou alors il l'avait tuée. Et pour qu'il puisse lui frapper la tête sur cette pierre, il fallait qu'elle soit complètement immobile. Du moins, c'est mon avis. Du coup, on pouvait supposer qu'il pouvait l'avoir droguée. Il pouvait très bien lui avoir administré quelque chose qui la paralyse sans la tuer. Davis a des connaissances en pharmacologie. Les enquêteurs interrogent donc les vétérinaires de la région pour savoir quels médicaments peuvent provoquer des paralysies chez les animaux. Ces derniers mentionnent un puissant décontractant musculaire, la succinylcholine, qu'ils utilisent lorsqu'ils doivent pratiquer des opérations. Après avoir anesthésié l'animal, on administre généralement de la succinylcholine. Ça permet de paralyser complètement ce qu'on appelle les muscles squelettiques. Ça n'affecte en rien le rythme cardiaque, mais tous les muscles intercostaux qui permettent de respirer et tous les muscles que nous utilisons pour nous mouvoir seront complètement paralysés. On utilise également ce médicament chez l'homme. À forte dose, il peut être fatal. Malheureusement, la succinylcholine est quasi immédiatement assimilée par l'organisme et devient dès lors totalement indécelable. Ce qui veut dire que si David a administré cette substance à Shannon, il n'y a désormais aucun moyen de le prouver.
Dans les 7 mois qui ont suivi la mort de Shannon Moore, son ex-mari a vendu sa ferme du Michigan pour aller s'installer aux Bahamas. Il vit désormais sur un voilier aux côtés de sa nouvelle petite amie. Davis attend impatiemment les conclusions de l'enquête pour toucher les 300 000 $ d'assurance vie. L'autopsie semble confirmer sa version des faits, mais pas la scène de crime. Davis prétend que Shannon est tombée de cheval et que sa tête a heurté une pierre. Mais la pierre en question est la seule sur plusieurs mètres à la ronde. Et plus étrange encore, la chemise de Shannon a été déboutonnée, ses chaussures délacées et retrouvées à plusieurs mètres du corps. L'herbe était également comme piétinée autour d'elle. La police se demande si Shannon n'aurait pas été droguée avec un puissant paralysant tel que la succinylcholine avant sa mort. Mais à l'époque, il n'existe aucun test permettant de déceler cette substance. Les experts apprennent alors qu'une nouvelle technique permettant de détecter la succinylcholine dans des tissus altérés par l'embaumement du corps vient d'être mise au point en Suède. Les docteurs Robert Fournet et Tom Carroll décident donc de partir en Suède avec des échantillons de tissus prélevés sur le corps de Shannon. Il faudra des semaines de travail aux toxicologistes pour prélever ne serait-ce qu'un échantillon de tissu exploitable. On travaillait 10 heures par jour pour essayer de trouver la meilleure méthode possible. Et dès qu'on a été au point, on a lancé l'analyse des tissus de Shannon. Les tests sont effectués avec un spectromètre de masse qui bombarde d'ions les molécules chimiques pour les réduire à leur stricte composition moléculaire. La fragmentation crée une empreinte chimique qui peut ensuite être comparée aux autres pour identifier les molécules inconnues. Après des semaines d'analyse et des centaines de tests, les experts aboutissent finalement à un résultat. Je fouillais un peu dans les nombreux tests qu'on avait effectués et tout d'un coup, je suis tombé sur un spectromètre indiquant la présence de succinylcholine. Et ce test provenait justement des tissus de Shannon. Tout le monde a hurlé de joie dans le labo. La succinylcholine est un curare dont l'usage est réservé à la médecine pour les anesthésies et pour les soins vétérinaires. La succinylcholine agit rapidement, 1 à 1 minute et demie après l'injection, et induit une paralysie totale de la musculature dans un délai de 30 à 60 secondes et pour une durée qui n'excède pas 10 minutes. Son efficacité et son délai d'action très court permettent de réaliser rapidement et dans d'excellentes conditions des intubations trachéales, notamment en pédiatrie. Par ailleurs, et c'est ce qui nous intéresse dans cette affaire, ce produit rapidement absorbé par l'organisme est quasiment indécelable lors des analyses toxicologiques. Lorsque le procureur du Michigan apprend la nouvelle, c'est le soulagement. Mais il n'est pas sûr que cela sera suffisant. Pour inculper Davis, il lui faut plus de preuves. Il doit savoir à quel endroit du corps le produit a été injecté. Il décide d'exhumer à nouveau le corps de Shannon. La majeure partie des blessures se trouvait sur la partie gauche du corps de Shannon. Sur l'épaule, sur le dos et sur la tête. Elle était donc tombée sur la gauche. Sur la partie droite de son corps, on avait néanmoins une ecchymose sur le bras, juste au-dessus du biceps, mais aussi sur la main. C'étaient les seules blessures apparentes sur la partie droite de son corps. Le docteur Fournet décide donc de prélever des tissus sur les blessures et repart en Suède. Et là, il s'aperçoit que son poignet et son épaule droit présentent une bien plus forte concentration de succinylcholine. Ce qui signifie que Davis lui a fait 2 injections. Sur la base de ces preuves, David Davis est finalement mis en examen pour le meurtre de Shannon Moore.
Mais la police arrive trop tard. L'oiseau s'est envolé. La traque de Davis va durer des mois, puis des années. La police pense que David Richard Davis a assassiné sa femme en lui injectant une dose mortelle de médicaments pour maquiller son meurtre en un simple accident de cheval. Le produit utilisé était normalement indétectable, mais grâce à une équipe de toxicologistes, la science va faire des miracles. Pendant 8 ans et demi, Davis réussit à échapper à la police, mais les enquêteurs vont finir par retrouver sa piste. Après avoir entendu parler de l'affaire à la télévision, une ancienne petite amie de Davis contacte les enquêteurs. Elle a appelé en me disant qu'elle avait peut-être vu David Davis et qu'il se faisait appeler par un nom différent. Malgré tout, elle hésitait encore à venir témoigner. Elle avait très peur d'éventuelles représailles. Elle leur révèle que Davis vit désormais dans les îles Samoa avec sa femme, sous le nom de David Meyer Bell. Pendant les 8 années qui ont suivi le meurtre, il a successivement vécu en Californie, en Alaska et à Hawaï. Pendant ce temps, il a pris des cours de pilotage et est devenu un pilote de brousse expérimenté. Il sera finalement arrêté par le FBI à l'aéroport de Pago Pago, avant d'être rapatrié dans le Michigan pour être jugé. Avant Shannon, Davis avait fréquenté 7 autres femmes et les avait toutes demandées en mariage en un temps record. Je crois qu'il avait fait 5 demandes en mariage en l'espace de 14 mois. Et la première qui a dit oui n'a pas survécu. Pour le procureur, le mobile est clairement l'argent. Et Davis avait prémédité son crime. Il pense qu'après avoir quitté la ferme de Dick Britton, Davis a demandé à Shannon de descendre de cheval, probablement en prétextant qu'il voulait faire l'amour. Le couple avait en effet l'habitude de faire l'amour en plein air. Alors que Shannon enlève ses chaussures et déboutonne sa chemise, Davis s'approche doucement par derrière et lui injecte la succinylcholine dans l'épaule. Mais le produit ne fait pas effet immédiatement. Une violente lutte s'engage, d'où l'herbe piétinée autour du corps. Davis finit par frapper sa femme à la tête avec une pierre avant de lui injecter une nouvelle dose de paralysant dans le poignet. Shannon meurt instantanément. Si on vous injecte de la succinylcholine, en dehors d'un hôpital qui peut vous fournir une assistance respiratoire, vous mourrez par suffocation. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Shannon. Si elle n'était pas morte d'un accident de cheval, qu'est-ce qui l'avait tuée? On se devait d'apporter une réponse claire au jury. Le jury délibère pendant 2 heures et demie. Mon cœur n'a jamais battu aussi fort. On le tenait enfin. Tout était fini. David Davis est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. À l'annonce du verdict, ça a été une véritable ovation dans la salle. Mais j'ai préféré partir plutôt que de commencer à féliciter tout le monde. Je suis allé respirer un peu dans la bibliothèque d'à côté. J'étais vraiment ému. David Davis est condamné à la perpétuité. La première fois que je suis retournée au cimetière après le verdict, je me suis penchée sur sa tombe et je lui ai dit « On l'a eu ». Je sais que je n'ai rien à me reprocher. Mais quand même, pendant 10 mois, elle a vécu avec un assassin et je n'ai rien vu. J'aurais quand même dû m'apercevoir de quelque chose. David Davis, le pseudo-gentleman farmer, n'était en fait qu'un prédateur au sang froid, meurtrier, manipulateur, escroc. Après plusieurs changements d'identité, une cavale de 9 mois, qu'il avait conduit de la Californie à l'Alaska et d'Hawaï aux îles Samoa, il a été arrêté, jugé et condamné. Sachez encore que lors du procès, une controverse a éclaté entre le docteur Robert Forney, le toxicologue, qui avait détecté les traces du curare
dans l'organisme de Shannon et des membres du collège médical de l'Ohio, ces derniers contestant la présence du produit.